Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler de harcèlement sexuel au travail et comment s'en sortir. Dans un épisode précédent, j'ai raconté comment j'ai été amenée à créer mon rituel de management, ce que j'ai appelé le blabla directrice. J'ai créé ce rituel de management parce qu'une personne de mon équipe m'avait révélé qu'elle était victime de harcèlement sexuel. J'ai créé ce rituel de management pour être toujours accessible et ouverte à la communication par l'ensemble de mes équipes et surtout pour m'assurer qu'à l'avenir, je ne rencontre plus ce cas. Je rappelle la situation. Un soir, 21h30, 30 minutes de la fermeture du magasin, une hôtesse vient me retrouver en rayon et me dit en pleurs qu'elle est victime de harcèlement sexuel. J'ai été sous le choc de ce que je venais de m'entendre. J'avais raconté dans cet épisode mon désarroi face à cette situation que j'ai gérée comme je pouvais et bien sûr confié aux services compétents pour mener les actions nécessaires. Ce que je n'ai pas dit, c'était mon mal-être vis-à-vis des deux personnes. D'une part, parce que je culpabilisais et d'autre part, je ne savais pas comment gérer. Oui, j'ai remonté aussitôt l'information aux services compétents de l'entreprise, mais ma difficulté, c'était surtout comment me conduire au quotidien. Je me posais des tas de questions et je peux dire que mes nuits étaient bien agitées. Était-ce normal de se sentir aussi impuissante ? Finalement, je me rends compte que je n'ai pas été formée pour gérer ce genre de situation. Pour partager cet épisode avec moi, je suis accompagnée de Laurence Merger. Laurence est fondatrice d'Up to Date Learning, un organisme spécialisé dans les formations destinées à prendre soin de la santé mentale des collaborateurs. Bonjour Laurence. Bonjour Francesca. Laurence, tu as 25 ans d'expérience en tant que DRH. Je te laisse te présenter et puis nous dire un petit peu, je sais que tu mènes beaucoup d'autres missions à côté. Je te laisse te présenter et nous raconter ça. Merci Francesca de m'accueillir. Je t'en prie. En fait, moi, j'ai toujours été dans les ressources humaines, un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombée dans les ressources humaines. J'ai découvert la fonction en dernière année de mon école de commerce et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir un double cursus qui m'a donné une double vision sur le fait que, on ne peut pas avoir un monde de l'entreprise sans évidemment l'homme la santé, oui. au cœur. Et de la même manière, pour une bonne compréhension des enjeux de l'entreprise, mais aussi une bonne compréhension des aspirations et des besoins, il est important en fait de créer un environnement de travail sécurisant et sain. Et ça a été un peu tout mon ADN professionnel et j'ai eu beaucoup de plaisir à être DRH pendant 25 ans. Et j'ai monté ensuite une société, un conseil en RH pour accompagner les DG, les DRH, mais aussi un organisme de formation, Up to Date Learning, avec une formation phare qui est dédiée au sexisme ordinaire au travail. Ah, génial, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, merci pour cette mission que tu t'es donnée, parce que je vois un petit peu ce que tu fais sur LinkedIn et c'est vrai que de toute façon, globalement, tout ce qui concerne l'humain, on sait que toi et moi, on est alignés là-dessus. Et en tout cas, merci aussi de parler de ce sujet qui peut parfois être un peu gênant, hein, je pense. Je pense que ça, tu le sais un peu sur ce côté sexisme au travail. J'ai expliqué tout à l'heure ma situation. Je pense que en tant que DRH, mais aussi par rapport à ta mission, tu sais, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque cette situation? Mais juste vraiment, globalement, c'est quelque chose que tu entends souvent ou pas? Alors, c'est une situation, je l'évoque dans la conférence en fait, que j'ai mis en place, c'est-à-dire que le sexisme au travail revêt plusieurs formes. Dont cette partie harcèlement sexuel et agression sexuelle. On va pas dire que c'est une infime partie, mais c'est plutôt en fait le fait de personnes qui sont
un peu, on va dire, malade, qui fonctionne sous la partie domination, emprise, etc. Le corps de l'autre est un peu un trophée. Dans l'environnement professionnel, on parle de pouvoir. Donc oui, ce sont des cas malheureusement que l'on rencontre, mais le sexisme ordinaire au travail aussi, c'est d'autres formes. C'est en fait la partie immergée de l'iceberg qu'on voit pas beaucoup, et pour autant il y a des impacts relativement importants et profonds, que ça soit au niveau individuel, mais aussi pour les organisations. Donc oui, c'est des situations quand on les rencontre, elles sont horribles, et justement on ne comprend pas et on ne peut pas comprendre en fait la souffrance de ces personnes-là tant qu'on n'a pas vraiment touché du doigt. Moi, je me rappelle 2 cas que j'ai suivis malheureusement, une jeune femme qui avait été victime de harcèlement sexuel et qui se poursuivait même quand elle était enceinte, et ça l'avait poussée jusqu'au suicide, la tentative de suicide plutôt que le suicide. Et aussi un homme qui lui avait vécu un harcèlement, malheureusement une dénonciation malencontreuse. Je pense aux auditeurs, auditrices, Laurence, les managers, mais aussi les RH, les dirigeants, qui peuvent se retrouver dans une situation similaire que la mienne. Ça veut dire que, en fait, dans un cas de harcèlement sexuel, on a quand même 2 parties. On a la partie de la victime, pour lequel on doit, en tant que manager, mettre tout en œuvre pour que ce soit accompagné et que les enquêtes soient réalisées. Il y a aussi cette partie où justement dans cet épisode, j'ai envie vraiment d'aider aussi les managers qui managent des personnes qui sont dans le cas, qui se font harceler. Et est-ce que si tu pouvais nous donner justement des informations utiles tout de suite sur mon cas en tant que manager. Allez, en 2 points, comment tu gères cette situation si ça t'arrive rapidement? Ouais. Alors pour ça, il faut se rappeler de l'objectif en fait. L'objectif principal, c'est de protéger la personne qui se dit victime de harcèlement sexuel. Donc il faut se rappeler en tant que manager quel est l'objectif. La première action, c'est évidemment de pas minimiser le point, de ne pas dire oui, j'entends mais on verra plus tard ou etc. Faut tout de suite accuser réception du problème pour prendre en considération le point, que ça soit pour respecter la personne présumée victime, mais aussi la personne présumée harceleur. Faut pas laisser ces 2 personnes en fait dans un no man's land. Donc il faut déjà ne pas minimiser. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'agir, mais avec efficacité, parce que faut pas confondre le tout. Et avec efficacité, donc ça veut dire selon le formalisme qui est mis en place de l'entreprise. Donc le formalisme dépend de la taille de l'entreprise. Une entreprise de moins de 250 personnes, c'est le responsable RH ou le dirigeant, et une entreprise de plus de 250 personnes, il faut se diriger vers le référent harcèlement sexuel. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai remonté l'information au service compétent et à la référente harcèlement de l'entreprise. Et par rapport à cette situation, on a quand même, avant d'attaquer évidemment tout l'aspect bien-être, parce que j'avais dit que je dormais pas la nuit, mais la responsabilité légale, elle est bien là-dessus. C'est, comme tu as dit, je réceptionne l'information, tout de suite, j'engage quelque chose, une action. Voilà, d'accord. Et en fait, le manager doit vraiment se garantir qu'il y a bien eu acquise à réception en fait du signalement, et que le dossier est pris en compte. Donc à partir du moment où il y a le rendez-vous d'écoute, d'enquête, à partir de là, le manager peut se dire j'ai fait mon job. Okay. Exactement. D'accord. Et alors par rapport à ça, je peux te dire que quand ça m'est arrivé, je sais qu'il faut être impartial, mais derrière il faut aussi gérer, continuer à gérer son business, son entreprise, une dynamique d'équipe qu'il faut garder, et comment justement est-ce qu'on peut gérer ça quand on est manager? Comment est-ce qu'on peut gérer une dynamique d'équipe après avoir entendu cette situation, et surtout que ça fuite pas, faire comme si rien n'était par rapport aux autres? Alors c'est pas simple que ça fuite pas, ça c'est clair. C'est pour ça. Voilà. Mais le manager doit revenir aux fondamentaux de sa mission. Donc si tu reprends l'étymologie du manager, du mot du manager, ça vient du latin managere, qui signifie en fait on va contrôler avec la main, faire tourner en fait. À l'origine, le mot décrivait vraiment l'action de faire tourner le cheval dans le manège. Donc l'objectif du manager, c'est de continuer en fait à ce que l'équipe donne le meilleur de même, etc. Pour que tout le monde soit, on va dire, focus sur les objectifs. Donc pendant toute cette période-là,
le manager doit redoubler justement d'énergie pour que tout le monde soit à nouveau dans la vie de l'équipe, du magasin, de l'entreprise. Revenir dans la vie de l'équipe et du. Donc le manager doit vraiment se concentrer sur l'équipe, ses objectifs, que chacun poursuive en fait à donner le meilleur de soi-même et surtout que cette phase d'enquête peut être longue. Ça, c'est le premier point. C'est vrai. Mais aussi que des personnes de l'équipe peuvent être amenées à participer à l'enquête. C'est vrai, oui, voilà. Oui, effectivement, oui. Donc en fait, ce qui est clé, c'est de remettre toujours les personnes de l'équipe dans le quotidien, dans les objectifs, leur donner une projection vers le futur par rapport à ça, mais aussi respecter la confidentialité parce que le principal moteur, c'est de montrer que le sujet est pris en compte, qu'il est sous contrôle et il faut le traiter de manière impartiale pour le respect de chacun. Ça, c'est très important. Oui, vas-y. Je t'en prie. En fait, je voulais quand même te demander, parce que dans une situation comme ça, on reste humain, je pense, Laurence, non? Et ne pas se perdre, en toute honnêteté, on se fait quand même finalement une petite idée, son propre sentiment en tant que manager, peut-être même parfois des préjugés influencés par nos sentiments on a toujours un peu d'émotion, d'affection pour nos collaborateurs. Et donc en fait, quand on est dans ces situations-là, comment on gère ça? Comment on fait taire? En fait, c'est ça, il faut faire taire ses préjugés. Exactement. En fait, l'impartialité prime, en fait, pour le respect à des personnes qui sont concernées dans l'enquête. Mais aussi, il faut se rappeler que le manager a ce devoir d'exemplarité. Et donc, s'il commence à émettre des préjugés, voilà, il va pas pouvoir taire les rumeurs, il va pas pouvoir justement recentrer tout le monde sur le quotidien et la projection dans le futur sur la partie vision, mission et valeurs. Donc il est important en fait que le manager ne se mêle pas, on va dire, de l'enquête qui va se dérouler d'ailleurs en se basant sur des faits, c'est justement pas des préjugés, sur des faits. Et ensuite, le manager ne doit pas douter en fait des résultats de l'enquête. Oui, il faut qu'il laisse faire et qu'il continue, comme tu l'as dit tout à l'heure, à mener son quotidien de manager, comme il fait d'habitude, pas faire comme si rien n'était, mais continuer à faire vivre les choses comme d'habitude, ses rituels de management, ses rendez-vous avec les collaborateurs, le travail du quotidien. Poursuivre la vie de l'équipe. J'ai compris. Voilà. Okay. Et ça, c'est le principal piège, en fait. C'est que le manager s'en mêle et ça va prendre de l'ampleur dans l'équipe, ça va occuper toute la place, ça va prendre l'énergie de tout le monde. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va pas pouvoir avoir une équipe qui va travailler dans un environnement de travail sécurisant, sain. Et ça ne va pas non plus permettre à d'autres personnes qui puissent être potentiellement victimes de s'exprimer. Parce que dire tout le monde va le savoir. Exactement, de s'exprimer parce que on ne va pas voir cette notion d'exemplarité, d'impartialité qui va se mettre en place. Et c'est important. Donc le rôle des RH ou de la personne extérieure qui va mener l'enquête, c'est vraiment d'expliquer qu'il y a cette notion d'impartialité, de confidentialité, qu'on va baser en fait l'enquête sur des faits avérés. Et donc pour ça, il faut avoir des preuves. Et à partir de là, on va avoir une ambiance de travail qui va être harmonieuse. Et c'est ça le principal point. C'est le plus important. Ouais. Et alors du coup, je reviens à ma situation. Donc j'avais dit que j'avais beaucoup de culpabilité, Laurence, mais vraiment déjà la situation de harcèlement sexuel, je connaissais pas. Enfin, j'avais jamais vécu ça en tant que même lorsque j'étais manager, en plus la directrice de magasin. Je m'en voulais terriblement et aussi je pense que j'ai fait le lien si ça m'arrivait évidemment à moi avec beaucoup d'empathie, ça c'était une certitude. Et quand je te dis que je me suis rendu compte que je n'avais pas été formée, je me suis dit avec le recul mais est-ce que déjà il existe des formations, tu as dit que tu en faisais, mais que peuvent faire les entreprises justement pour accompagner les managers? Parce qu'il y a les entreprises aussi qui nous écoutent, les dirigeants, et dans les auditeurs certainement des décideurs. Donc comment on peut prévenir ça et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais surtout est-ce qu'il y a une fréquence une sorte de recyclage en fait de formation déjà? Donc il y a deux questions là-dedans. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment le maintenir dans le temps? Moi, je vais rejoindre aussi par rapport à la question précédente parce que l'une des raisons aussi pour laquelle le manager peut s'en mêler, c'est qu'il a un sentiment de culpabilité. Il se dit je ne l'ai pas vu.
en fait, il n'a pas pu voir les signaux faibles. Et ces signaux faibles sont importants pour que le manager en fait aille vers la personne avant justement qu'elle commence à s'isoler. Souvent, les rituels informels sont pour autant justement très importants parce que ça va permettre au manager, voilà, de repérer peut-être qu'une personne ne vient plus à des afterworks ou autres, et en fait, il doit aller creuser la raison pour laquelle en fait cette personne ne vient pas. C'est peut-être que elle est victime de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste et elle préfère s'isoler. Et ça, c'est un signal faible important qui va permettre de détecter et voilà. Donc en fait, la principale raison pour laquelle le manager s'en mêle, c'est ce sentiment de ne pas avoir vu et de culpabilité. Et donc les entreprises doivent former en fait déjà au métier manager, mais pour détecter tout ce qui est de partie aussi stéréotypes qu'on peut trouver dans les entretiens de recrutement sur les signaux faibles de ce type-là qui peuvent avoir des impacts profonds et importants au sein de l'équipe, mais aussi de l'organisation de manière générale. Donc le GIGN forme aux micro-expressions pour détecter les mensonges, donc les managers devraient être formés aussi pour détecter les signaux faibles dans l'entreprise, pour le manager puisse y prêter attention et désamorcer en fait la bombe qui pourrait exploser. Donc oui, l'entreprise a une obligation de formation sur tout ce qui est prévention sur les risques de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. Et à l'intérieur et dans la formation proposée, il y a une partie qui est dédiée aux managers justement pour les outiller à détecter les signaux faibles, comprendre les impacts et ensuite pouvoir agir quand ils se trouvent face à une situation de ce genre pour justement rester focus sur leur activité, pour pas que ça leur prenne toute l'énergie et qu'ils puissent aussi protéger la personne présumée qui soit victime ou harceleur. Et justement, donc alors juste une question, est-ce que cette formation est obligatoire? Non, pas encore. C'est pas encore une formation obligatoire. Les formations en fait c'est la prévention qui est obligatoire. D'accord. Ça c'est obligatoire. Et c'est ce que tu fais, toi. Tout à fait. Alors la prévention, pour les entreprises, ça peut être de la communication, mais justement, ça peut être de la formation. Et la formation que je propose est basée sur un modèle où tu as d'identification, de la prise de conscience, et ensuite de la transformation et de la culturation. Et pour permettre cette identification et cette prise de conscience, j'ai tourné un film avec des acteurs. Donc on a tourné un film avec 26 acteurs pour mettre en situation de sexisme, des situations de sexisme ordinaire au travail, pour qu'on prenne vraiment conscience, parce que parfois le sexisme c'est des choses qui sont inconscientes et donc voilà, donc ça permet à chacun de se dire mais en fait ça peut être mal pris, en fait une histoire aussi d'intention et de réception, ça peut être mal pris alors que je voulais bien faire. Donc par exemple la galanterie, est-ce que c'est du sexisme? C'est une bonne question, c'est vrai. N'est-ce pas? Donc ça dépend de l'intention et de la réception de la personne, du contexte aussi. Donc toute cette formation là elle est là pour prévenir. D'accord. C'est la prévention, et créer comme ça. Voilà, pour créer des environnements de travail où il fait bon vivre, où qui sont sains, où tout le monde peut donner le meilleur de soi-même. Oui. Et justement, est-ce que c'est facile? Est-ce que j'encourage évidemment avec ce qui m'est arrivé, parce que pour le coup, je le dis peut-être pas, je souligne peut-être pas assez fort. Et puis c'est passé il y a 2 ans, mais je vivais vraiment, je dormais pas bien la nuit, c'était un cauchemar pour moi, je le vivais vraiment très mal. Et est-ce que justement cette prévention, est-ce que c'est facile à mettre en place? Et aujourd'hui, t'en as fait, c'est quand même ton métier de prévenir aussi les entreprises, de les aider dans cette démarche. Quels sont les freins que tu rencontres? C'est pas par rapport à toi, mais quels sont les freins aujourd'hui que tu rencontres? Pourquoi est-ce que les entreprises ne mettent pas tout ça en place? Parce que les entreprises sont souvent dans le déni. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'elles ont peur, en fait, on va dire, d'avoir une vague de dénonciation. D'accord. Alors que pour moi, justement, prévenir est une force pour se garantir un environnement de travail qui va bien. Et aussi, des dénonciations calomnieuses, en fait, sont aussi punies légalement. Oui, c'est vrai. On va pas détruire la carrière d'une personne de manière impunément. Et ça aussi, ça me révolte aussi qu'on puisse user en fait du harcèlement sexuel comme étant une arme de destruction massive de carrière de personnes. Donc il est important que les entreprises communiquent
sur le sexisme ordinaire au travail et le sexisme de manière pour éviter qu'on arrive dans des excès. Donc la première raison, c'est le déni. La deuxième, c'est la peur aussi de relancer la guerre des sexes ou d'avoir des dénonciations qui arrivent en vague. Et donc il faut pas seulement former aussi pour moi sur la partie harcèlement et agression sexuelle, mais aussi former sur les autres degrés qui sont le sexisme discriminant, qui sont tout ce qui est agissement sexiste et outrage sexiste, pour vraiment créer ces environnements où on va chasser intelligemment en fait le sexisme et éviter toutes les conséquences qui sont du désengagement, une ambiance de travail exécrable, une perte de talent, des personnes qui vont restreindre en fait leur carrière et leur promotion, qui n'ont pas envie d'aller plus loin parce que ils sentent que voilà, ils n'ont pas leur place, qu'on va dénigrer en fait un genre plutôt qu'un autre. Voilà. Donc c'est important de travailler sur non pas uniquement la notion travailler sur la singularité en fait de chacun. Il se peut que des hommes aient envie aussi d'être plus sur la notion de parentalité. Pourquoi en fait on laisse prisonnier des hommes aussi du monde de l'entreprise. Certains hommes ont envie de passer plus de temps avec leurs enfants. Est-ce que certaines femmes aussi n'ont pas spécialement envie d'être nommées à des postes importants et pour autant avec la nouvelle loi Rixin, il va y avoir un quota de nombre de femmes qui sont dans des comités de direction. Donc c'est vraiment travailler sur cette notion de singularité, d'égalité, mais pas seulement d'égalitarisme en fait. Je comprends. Et je me disais aussi peut-être que les entreprises n'ont pas, enfin en tout cas ce que j'encourage encore une fois de tourner vers toi, de se faire accompagner et d'être dans cette prévention pour les collaborateurs, non seulement pour l'aspect harcèlement sexuel au travail, mais aussi pour protéger les managers quand ils vivent ce genre de situation, pour pas justement culpabiliser et être derrière eux en fait victimes de mal-être parce que ils ont pas su gérer, ou parce que aussi on les a pas formés justement. Quelle pratique de bien-être personnel m'aurais-tu recommandé, toi, Laurence, pour éviter justement de me sentir mal, en fait? Est-ce que dans votre prévention, l'accompagnement de prévention, vous faites aussi ça? C'est comment? Oui, tout à fait. Comment comment prendre soin de toi? Voilà, c'est un peu ça. Comment prendre soin de toi dans cette situation, cher manager? Oui. Et comment les outiller, en fait, avant de se retrouver dans cette situation? Parce que en travaillant sur la collaboration de l'équipe, en fait, naturellement, ils vont chasser toutes ces notions de sexisme dans l'environnement professionnel. Et c'est assez naturel. Donc les faire fonctionner aussi en binôme, les faire fonctionner par projet, en fait, tout ce qui va permettre en fait aux uns et aux autres de mieux se connaître, d'être ensemble, de renforcer la notion de rituel, mais rituel formel mais aussi informel. Et tout ceci en fait va faire que les personnes vont avoir envie de partager des moments, envie de collaborer, on va avoir de la créativité qui va se mettre naturellement en place. C'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence collective. Et donc le manager, plus on va l'aider à créer de la confiance au sein de son équipe, plus il va aussi créer de la confiance avec ses pairs, avec chaque membre de l'équipe, et il va les valoriser. Et moi, dans une de mes entreprises, j'avais mis en place un mur, ce qu'on avait appelé des good vibes, où chacun en fait va poser, on pouvait sous n'importe quelle forme, d'étiquette ou autre, des messages où on avait chacun était fier soit de son travail, soit valoriser une autre personne de l'équipe. Et en fait, plus on est dans cette notion de reconnaissance et de respect mutuel, plus on va être dans la courtoisie, et plus en fait on va réduire cette partie sexisme au travail, parce que on va avoir le plaisir de travailler ensemble. Et je pense que plus on outille les managers à travailler en amont sur cette manière d'être, plus en fait ils vont protéger leur équipe, et aussi ils vont se protéger, ils vont pas se retrouver dans cette situation, ils vont pas être aussi en tant que manager isolés, et on va avoir des bonnes ondes qui vont se répandre dans l'équipe. Donc renforcer les liens au sein de l'équipe pour créer ces environnements de travail où chacun va oser s'exprimer, parler et avoir la créativité qui va bien.
Et ça me fait penser, donc en tant que manager, directrice, patronne de l'entreprise, j'ai mené les actions pour aider, en tout cas pour gérer la situation qui était en train de, enfin qui m'est tombée dessus, hein, c'est un petit peu ça. Et en fait, personne n'est venu vers moi en me disant, Et tu vois, comment vas-tu? comment vas-tu? C'est très bien ce que, enfin après, on demande pas de la reconnaissance. Là, l'idée elle est pas là, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Juste de la prévention, bah, si tu veux, il y a un numéro auquel tu peux appeler si jamais tu te sens mal. C'est quand même quelque chose, je pense, parce que là, j'y pense absolument là maintenant. Je me dis, mais ça fait partie aussi de la manière, d'une façon qu'on pourrait accompagner le manager à ce moment-là. Il est en train d'envoyer une situation hyper grave. Bah, comment moi, en tant qu'entreprise, je vais prendre soin de lui? Parce qu'en fait, ça doit pas être facile de gérer ça. Et du coup, donc Laurence, dans une situation de harcèlement sexuel, quelqu'un vient voir le manager et lui dit qu'il est harcelé. C'est quel est concrètement le rôle du manager à ce moment-là? Dis-moi. Alors le manager doit savoir protéger, Ok. mais aussi l'entreprise doit savoir protéger le manager parce que Voilà. Ouais, c'est voilà. ça me renvoie à mon histoire du coup. Ouais, je comprends. Donc je me suis retrouvée dans une situation où j'ai récupéré un cas de harcèlement sexuel où le manager s'était précipité en fait vers la personne qui était présumée victime et avait commencé un entretien avec la personne qui était le présumé harceleur et a commencé parce qu'il voulait bien faire, hein, c'était uniquement dans cette optique-là, mais en fait il n'avait pas été formé, il ne connaissait pas, il voulait vite stopper en fait la situation et il a commencé à prendre des devants et il s'est du coup lui-même mis en danger. Et donc il aurait fallu le former, lui expliquer justement ce qu'était, comment se passent les coulisses d'une enquête, comment se passe justement en cas de harcèlement avéré, mais aussi en cas de harcèlement qui n'est pas avéré, il faut savoir le gérer derrière. Comment gérer une enquête, enfin comment ça se passe pendant la durée de l'enquête. Justement, ce dont on a parlé jusqu'ici, c'est lui expliquer en fait quels sont les fondamentaux et lui éviter en fait de se retrouver dans une situation où lui-même va être jugé partie et comment après va-t-il gérer son équipe. C'est compliqué. C'est vrai. Donc, moi, je pense que concrètement, pour aider un manager, il est important de lui donner toutes les outils, les dessous en fait d'une enquête, de vraiment l'informer, le former sur toutes ces questions-là, lui permettre après de poser toutes les questions au RH et surtout d'avoir cette proximité avec les ressources humaines. Souvent, quand le manager essaye de se débrouiller seul, c'est que il n'existe pas de proximité avec les ressources humaines qui malheureusement aussi parfois ne savent pas trop comment gérer ces situations quand elles arrivent dans leur département. Je suis complètement d'accord. Et les ressources humaines doivent à leur tour protéger le manager. On est bien d'accord. Exactement. Ouais. Alors, je sais pas si Laurence, tu connais un petit peu comment fonctionne ce podcast. Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Génial. Alors, du coup, écoute, pour clore cet épisode, je te laisse donner les 5 conseils, aux éditeurs. Alors, si tu peux, tu sais, c'est avec toute cette histoire je viens de raconter entre le cas d'harcèlement sexuel subi et que nous, on est mis au courant par la victime. Donc, ensuite, c'est comment gérer efficacement, je te fais confiance, t'as été DRH. Mais aussi, mais garantir, comme tu viens de dire tout à l'heure, non seulement la justice, mais aussi qu'on prenne soin du manager qui doit gérer ça. C'est à toi. Écoute, le premier conseil, c'est de la confiance, en tout cas. Enfin, le mot-clé pour moi, c'est la confiance. Parce que si le manager a d'abord instaurer justement la confiance au sein de son équipe, puis pendant toute cette période qui peut être longue, continue d'instaurer cette confiance, ça permet vraiment d'avoir un dialogue ouvert dans l'équipe, mais et d'expliquer que l'enquête est en cours, que tout est sous contrôle, mais de ne pas non plus s'en mêler. Donc c'est une communication ouverte mais impartiale et qui permet à chacun de prendre conscience
que voilà, les choses sont faites, mais nous on reste focus sur notre mission, nos objectifs dans l'équipe. Donc la confiance. Et la confiance va permettre aussi aux personnes de s'exprimer s'il y a besoin. Donc ça c'est important. Et donc de désamorcer des situations qui peuvent être explosives. Le deuxième point, c'est pour protéger le manager, c'est de le former. Donc le former aussi à détecter les signaux faibles. Ça c'est primordial. Et de prendre conscience aussi des impacts du sexisme. Mais quand je parle du sexisme, c'est aussi le sexisme discriminant, parce que du coup on peut passer à côté de talent parce que on n'a pas vu les choses comme ça. Je prends l'exemple un peu des routiers. Il y a des femmes qui ont envie d'être routiers et puis on se dit non parce qu'on a un préjugé et un stéréotype. Et pourtant le secteur manque de main d'œuvre. C'est bien embêtant. Donc voilà, le former sur toute cette partie-là du sexisme, mais aussi jusqu'à quand on se retrouve dans une situation beaucoup plus grave, comment je peux agir, je dois agir pour protéger la présumée victime, me protéger moi-même en tant que manager et faire en sorte que le business continue de tourner pour autant. Donc ça, c'est le deuxième point pour moi. Le troisième, c'est de savoir instaurer cette collaboration entre les membres de l'équipe, parce que plus on va instaurer cette collaboration, plus on va avoir de la créativité, on va libérer les potentiels de chacun, chacun va s'épanouir dans son environnement de travail et va s'exprimer. De toute façon, des réunions d'équipe où personne ne parle, personne ne collabore, personne n'est créatif, tout le monde reste dans son coin, c'est l'isolement total. Et c'est la mort de l'équipe et on vient juste au travail. Voilà. Donc on n'a pas envie de se dépasser. Donc instaurer la collaboration, c'est primordial aussi. Le manager aussi doit savoir être en proximité avec son RH. Les deux enfin, comme on dit toujours business partner. Exactement. C'est des deux côtés. Exactement. Et donc parce que le RH ne peut pas vivre sans le manager, c'est-à-dire que un RH qui travaille tout seul dans son coin, ça n'existe pas. Un manager doit comprendre qu'il a le soutien de son RH quelle que soit la situation. Le RH ne va pas être dans le jugement, mais va être dans l'accompagnement. Et le dernier point, et bien évidemment, c'est, je dis bien évidemment, mais c'est en fait c'est cette notion de prévention sur tout ce qui est lié au harcèlement sexuel, aux agissements sexistes. L'entreprise doit prendre en compte le fait que l'ensemble de l'entreprise, et pas que le manager, doit être formé à cette partie-là pour créer des environnements de travail collaboratifs, sécurisants, sains, où le manager va avoir plaisir à déployer le potentiel de chacun. Et ça, c'est une partie importante que les entreprises sur lesquelles en fait ont une forme de déni et ne voient pas que le sexisme ordinaire au travail a des impacts si profonds qui ne permettent pas à chacun de se déployer totalement. Oui, je vois. Oui. Donc, merci beaucoup, Laurence. Franchement, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as aussi enrichi, nourri. J'ai appris énormément aujourd'hui et surtout de mieux comprendre ma situation aussi quand ça m'est arrivé. Et je pense que, enfin, vraiment, cet épisode, tu as aidé beaucoup. Enfin, déjà, notamment moi, mais tu vas aussi aider beaucoup de nos auditeurs, managers qui nous écoutent. Pour terminer cet épisode, je veux rappeler en tout cas les deux rôles justement que tu as dit en tout cas tout le long de cet épisode, les deux rôles dans la gestion du harcèlement sexuel au travail. Premier, donc comme tu as dit, c'est donc lié à notre position hiérarchique. Il faut faire les choses dans les règles. Pas faire justice soi-même, c'est pas à nous. Et pour ça, évidemment, l'entreprise doit faire appel à Laurence pour accompagner, être dans la prévention pour tous ces entreprises. Et là, je suis dans un domaine, en tout cas, très connu, la distribution, mais c'est toutes les entreprises qui doivent aussi prendre en compte et prendre ces choses-là sérieusement.
Ensuite, le deuxième lié à notre bien-être. Donc là, je m'adresse évidemment aux RH dirigeants. Vos managers dans ces moments-là ont aussi besoin d'accompagnement, tant dans la prévention, mais pour aussi les préserver. Et j'espère sincèrement avoir aidé tout le monde, éclairé avec cet épisode. Une chose sûre, c'est que grâce à toi, Laurence, je saurai maintenant, en tout cas, gérer. J'espère ne jamais avoir ce genre de situation, mais si ça arrive, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Je saurai gérer, évidemment, faire appel à toi. Tout ce que je me souhaite dans ma prochaine entreprise, s'il faut. Il me reste une chose à te demander, ça c'est pour les entreprises. Où est-ce qu'on peut te trouver, Laurence? Alors sur LinkedIn. Oui. Et puis aussi sur le site internet uptodate-learning.fr. Ok. Où toute la formation est présentée. Il y a un teaser de la vidéo où on voit justement cette jeune femme, Alison, qui a une expérience en entreprise où elle va subir des situations de sexisme, mais aussi après où elle va agir en tant que manager pour éliminer et éradiquer le sexisme au sein de son équipe. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, c'est ça. Exactement. Donc, avant que ça vous arrive, je vous invite à tous, en tout cas, à aller voir ce qui se passe sur le site internet et faire appel à Laurence si besoin. Merci beaucoup. Merci Francesca pour cette belle invitation. Je t'en prie, merci. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.